Monsieur Jean-Marie Kassamba, mais vraiment, c'est un plaisir de vous rencontrer ici dans votre bureau-salon, magnifique bureau. Et de là, je ne vais pas rappeler que vous êtes un journaliste de longue carrière, ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que on sait que vous êtes un journaliste, mais on ne sait pas comment est-ce que tout cela a commencé. Ça commence toujours quelque part. Alors, pour la petite histoire de Jean-Marie Kassamba, si Jean-Marie Kassamba devrait compter Jean-Marie Kassamba, comment est-ce que ça commencerait? Ça serait trop long. Ça, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Alors, pour la faire courte. Ça serait trop long. Et très souvent, les gens disent que c'est prétentieux. Alors, je vais essayer d'être synthétique, modeste et normal. Enfin, vous êtes dans mon bureau. Vous avez vu qu'il y a un peu de photos partout. Tout à fait. Et chaque photo a une histoire. D'accord. Grosso modo, je suis ces jeunes Congolais nés à Mbujimayi, au Kasaï oriental. Et je suis du village Bakwakanjinga, dans le secteur des Panda, territoire des Kabeya-Kamanga. D'accord. Et j'ai fait mes études primaires, en tout cas une partie, parce qu'il semblerait que j'étais un peu surdoué. C'est-à-dire que j'ai commencé une année, on m'est surclassé. Ah, d'accord. Dans mon village, à Kabouachibola, à Dibanga. Tout ça pour ceux qui sont un peu du coin, ils se font le coin. Ouais. Et donc, j'ai fait mes études secondaires en Mbujimayi. Et j'ai terminé ici à Kinshasa, où j'ai eu mon diplôme d'État. Où ça? À Bosangani. Ah, Bosangani. Oui, oui. Mais j'avais fait... Bosangani, c'est pas chez les filles? Oui, mais nous avons fait les études, enfin, comment on appelle ça, les examens d'État à Lemba. D'accord. À Lemba, à l'Institut Saint-Théophile. C'est là où j'ai fait mon centre d'examen. Voilà. En quelle option? Scientifique. D'accord. Maths, physique. D'accord. Voilà. J'ai eu un bon diplôme d'un pourcentage très élevé, 85%. J'avais pas droit à une bourse parce que, semble-t-il, j'étais de la mauvaise province. Ah, à l'époque du Zaïre. Oui, oui. Faut préciser. C'est-à-dire être du Kasaï et avoir une bourse d'études, ce n'était pas facile. Oui, éliminé. Alors, j'ai fait 3 tours au ministère des Affaires étrangères. C'est là-bas où on donnait les bourses. On m'a dit toujours de revenir le lendemain, et puis j'ai arrêté. J'avais la chance d'avoir un grand frère qui était en Europe. Et il m'a fait venir à Paris. J'avais à peine 14 ans et demi. Et 14 ans et demi, vous avez déjà votre diplôme? Oui. Ah non, là, vous êtes un surdoué, là, c'est indiscutable. Un tout petit peu. Alors, ça, à Paris, je suis allé m'inscrire à la Sorbonne, en fac d'économie. J'étais encore mineur. Et comme j'avais pas de diplôme à Paris, vous savez, il faut des moyens pour la bibliothèque, pour le métro, pour manger, etc. Je voulais pas surcharger mon grand frère. Et donc, j'ai arrêté la Sorbonne au bout de quelques mois et je suis allé m'inscrire à l'Institut supérieur des commerces dans le 15e arrondissement. Et dès là, j'ai fait 2 ans de BT station commerciale. J'ai travaillé déjà. Je suis allé maintenant à Watford College pour faire ce diplôme-là que vous voyez. Ah, d'accord. À Watford College. Ensuite, j'ai combiné avec une autre école, celle qui est de l'autre côté, qui s'appelait l'école de hautes études internationales, où j'ai fait un 3e cycle. Toujours en économie. J'ai fait des études à la fois des finances, oui, BT station commerciale, un peu du côté de ce qu'on peut appeler les actions commerciales, la stratégie commerciale, le marketing, etc. En 3e année à la faculté de communication à Levallois-Perret, j'ai fait la communication relations publiques et le diplôme que vous voyez devant vous, il est de Public Relations, Exchange Programme avec ISERP à Paris, à Londres. Ça, c'est plus de la communication, de la stratégie, voilà, ce qu'on appelle la communication globale. Oui. Plus intelligence économique. Donc, je suis revenu à Paris. J'ai fait celui-là en affaires internationales, à l'école des hautes études internationales. Et j'ai été retenu là-bas pour enseigner à la fois l'intelligence économique et un peu de marketing. Toujours à Paris? À Paris, toujours, dans le 17e arrondissement. Oui. Mais je suis un passionné de la communication depuis les années 80, 88, 9, 10. J'ai travaillé déjà à Radio Tabala, fréquence 106.3.
qui est devenu plus tard Fréquence Paris Pluriel. C'est là où nous avons effectivement lancé beaucoup d'artistes africains. Oui, à l'époque. Les Koffi Olomide, les Chundour, les Meoué, les Kassab, etc. Tous ceux qui passaient par Paris, qui ont vécu à Paris. Ils ont fermé. 106.3, non, ça existe. C'est sur la bande FM. Hein. D'accord. C'est la première radio que Mitterrand, en 81, lorsqu'il avait libéralisé le secteur de audiovisuel, il avait donné les radios libres. Il avait donné aux Africains. Une fréquence, pas seulement aux Africains, les Antilles, on va dire les Afro-Caribéens. ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Exactement. Et c'est là où nous avons commencé avec les Claudicia, Alem Evegué, Benson Diakité, alors que mon ami Gilles Aubringer était à RFI, Canal Tropical. Canal Tropical, voilà. C'est un peu ça, un peu mon... Mais j'ai fait à la fois la radio, Fréquence Paris Pluriel, Radio France Internationale, mais aussi 3A Télé Sud, TV5, TV5 Monde, voilà. La vie de Parisien, c'est un peu ça. Et surtout cette époque-là, ça marchait très bien, c'est très fort. Écoutez, nous faisions un peu la pluie, le beau temps à Paris. Dès les années 90, 2000, même milieu des années 80, si vous étiez à Paris, que vous n'étiez pas invité par GMK, vous ne passez pas entre ses mains, vous n'étiez pas connu. Hein. Je confirme. Demandez à Gentini Ngobila, à tous nos artistes musiciens, les Papa Wemba, les Koffi Olomide, nous avons lancé des groupes comme Extra Musica de Brazzaville. Quand les Wenge Musica sont arrivés, c'est entre nommés qui sont passés, etc., etc. Mais de là, de vous-même, quand vous avez commencé, parce que vous êtes parti d'abord dans le domaine économique, d'abord. Oui, c'est-à-dire que je suis un homme éclectique. Je suis formé en finance, communication et stratégie. Ah, communication et stratégie. En finance, communication et stratégie. Voilà. D'accord. Donc, à l'ISERP, faculté des sciences de communication, qui se trouve à les Vallées-Ferrées, là, je fais de la communication pure, relations publiques. Ah, ok. Au CFJ, Centre de perfectionnement des journalistes, dans le 1er arrondissement métro Châtelet, là, je fais le journalisme pur. Ah, je comprends maintenant. Donc, donc vous êtes retrouvé polyglotte. Voilà, exactement. Comment on dit, je suis quelqu'un qu'on peut dire hétéroclite, mais avec un focus sur la com, sur le journalisme et la stratégie. D'accord. Et de là, maintenant, vous êtes retrouvé là, comment vous avez Radio Tabala, tout ça. Oui. Une très belle époque, ça, je m'en souviens, là, c'était waouh. Avec Jean-Claude Courant. Avec Bob. Tout cela, donc des gens qui ont... Avec Gilles Kidinda, qui est ici. Il est ici. Il est ici. Il travaille maintenant au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, mais c'est, pour la petite anecdote, moi j'étais à la cité universitaire à René-sous-Bois, et j'étais encore étudiant, jeune étudiant, et j'écoutais au tout début, années 88, 89, 7 d'ailleurs, j'étais dans ma petite chambre, au 8e étage, et j'écoutais la radio. Qu'est-ce que j'écoutais? Un Congolais. Ok. Jules Kidinda. C'était juste de l'animation, avec un autre Congolais qui s'appelait Jean-Claude Loubaya. Voilà. Et quand vous allez à il y aurait Pierre Picard, Métro Barbès, pour ceux qui connaissent, et je les ai retrouvés là-bas. Quartier chaud. Oui, chaud, pareil. J'ai dit, moi, je veux faire une étude de marché. Moi, je faisais l'étude commerciale pour l'entreprise, pour savoir qui écoute Radio Tabala, quel CSP, catégorie socio-professionnelle, etc. Et j'ai fait ça et j'ai présenté au directeur de l'époque, Persona, Jean-Claude Courant, qui avait dit, mais un black qui fait ça à Paris, et tout, et moi, je fais des études. Et voilà, je s'est rapproché comme ça. Et j'ai commencé à faire des analyses dans le journal de 19h, présenté par Jean-Pierre Loubaya. Oui, d'accord. Et je présentais beaucoup de soirées. Ah oui, MC comme on dit, oui. Oui, MC. Dans toutes les boîtes de Paris, que ce soit les Nelson, que ce soit Kersamba, que ce soit Timis Club, Fuwan, oui. C'est nous qui faisons un peu les nuits parisiennes. On appelle ça comme une soirée tropicale, tout ça. Oui, toutes les soirées tropicales. Oui. On organisait même d'ailleurs à la Plaine Saint-Denis, tous les concerts qui pouvaient se organiser à Paris, c'est nous qui faisons la promotion. Voilà. Parenthèse, la belle époque de Sydney, connu, là, Sydney, avec le Tropicadéro. Oui, absolument. Oui, ça c'était aussi, waouh, c'était quelque chose, ça. Ça, c'était quelque chose. Et de là, maintenant, passer par-ci, passer par-là. Et ici à Kinshasa,
au Congo, Kinshasa, on a plus découvert avec 3 Télé Sud. Oui, c'est-à-dire que au début, quand Joseph Kabila a eu le pouvoir, il me suivait déjà sur TV5, sur 3 Télé Sud, et il était un peu fanatique. Donc, il avait demandé à notre ambassadeur personnel, à Eddie Angoulou, je vais venir à Paris. Il faut me retrouver ces journalistes-là. Il paraît qu'on a des traits ensemble. Oui, exactement. Ouais. Et Eddie Angoulou est venu me chercher chez moi. Et je suis allé au Bourget. Oui. C'est là où j'ai fait la première rencontre avec Joseph Kabila. Ah, d'accord. Très tôt matin d'ailleurs. Et dans son jet bleu, il est arrivé le matin. Il me salue, il dit « Monsieur Germain » avec un accent très anglophone. Oui. J'aime bien ce que tu fais. Il faut suivre à l'hôtel. Ok. Alors, il y avait Kika Ibn Karoubi, qui était son parsec, et Christian Lopsokolo, qui était correspondant d'Afrique numéro 1, qui était dans la suite. Alors, on s'est poursuivi. Moi, j'étais dans ma voiture personnelle, et ils sont dans l'escorte. Il est temps que j'ai récupéré ma voiture. Ils sont déjà partis. D'accord. Alors, je suis revenu avec les embouteillages. Je suis arrivé à l'hôtel, juste en face de l'Élysée. Pierre Cardin. Pierre Cardin, oui. Et là, on m'a bloqué par l'entourage. Pas d'accès. Voilà. Oui, il y avait des gens qui voulaient pas que j'accède, etc. Pourquoi? Je suis resté quelques heures, mais vraiment, j'étais parisien, je sais pas ça. Donc, ils pensaient que j'étais venu chercher du travail. Oui, j'en avais suffisamment. Je travaillais à la Société Générale, j'étais directeur des infos à 3 Télé Sud, donc j'avais pas besoin qu'on m'embauche. Et ben, je me suis énervé, je suis parti. J'étais avec ma collègue, d'ailleurs, personnelle, Ghislaine Dupont. Ah, Ghislaine, oui. Qui était très en colère parce qu'on les a fait attendre très longtemps. Et quand je suis rentré chez moi, vers 19h, un coup de fil, c'est l'ambassadeur qui me cherche, mais tu es où? Parce que le président te cherche. Je dis, mais écoutez, j'étais là, on m'a empêché de le voir, alors moi, je suis rentré chez moi. Non, il faut revenir. Là. Je dis, mais il y a beaucoup d'embouteillages à cette heure. Il dit, non, on va demander à la police qui va t'escorter. Ah, d'accord. Et un motard de la police nationale est passé par chez moi. Il dit, ah, vous êtes M. Kassanga, suivez-moi. J'ai pris ma voiture. Lui devant, lui derrière. On m'a amené jusqu'à l'hôtel et je suis monté dans la suite du président Kabila. C'est là où on a fait la connaissance. Je l'ai vu debout devant la porte. D'accord. Il m'attendait, alors il m'a salué. On est venu s'installer. Les gens voulaient s'asseoir avec nous pour écouter ce qu'on disait. Il dit non, partez. C'est parti. On est resté à 2. Et on s'est dit des choses. D'accord. Et on s'est adopté depuis ces jours-là. Oui, ok. Donc il y a une la sympathie. Oui, et puis je suis venu ici à Kinshasa parce qu'il m'avait demandé la première fois de venir. Oui, j'imagine. J'ai dit non, moi, le Congo, ça m'intéresse pas parce que votre mentalité, là, tout ça, la manière de travailler, j'aime pas trop. J'ai dit non, il faut venir, c'est chez toi. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Et il m'a donné son numéro de téléphone. Proposé un poste là? Non, ce jour-là, il m'a rien proposé du tout. Il m'a juste demandé de venir. D'accord. Travailler en RDC. Il m'a donné son numéro de téléphone, sa boîte mail. Ok. Il dit voilà, si vous voulez m'appeler, appelez-moi celui-là. Ok. Je me rappelle, c'était un stylo vert, un bout de post-it comme ça. Alors, il m'a donné rendez-vous à New York. Il dit voilà, au mois de septembre, je serai à New York. Si vous pouvez venir. Je dis bon, moi je suis à Paris, je serai à New York pour les comptes de 3 Télé Sud. Alors, au mois de septembre, je suis allé à New York avec mon équipe. Et j'étais à l'hôtel Waldorf Astoria. Ah ouais, carrément. Oui, et quand il est entré, avec maman Olive, il m'a vu de loin, et puis il m'a dit, viens. Il m'a dit, fais le signe de main pour que je vienne. Alors, je me suis approché de lui. Les gens voulaient encore un peu protocole, sécurité, tout ça. Il dit, non, monsieur, comme. Alors, on s'est approché jusqu'à l'ascenseur. Il m'a dit, on monte. Voilà, on est monté. Juste dans ses appartements. Il m'a encore dit la même chose. Viens au pays. Il dit, il faut que tu viennes parce que le pays a besoin de ce que tu fais. Oui. Je dis, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on m'a dit, on se voit demain, parce qu'il devait être reçu par le secrétaire général des Nations Unies. Et le matin, quand moi j'étais déjà précédé au niveau des Nations Unies, avec mes équipes, dès qu'il est entré, il m'a vu encore demain et il m'a dit, viens. Je suis venu, il s'est installé sur un canapé dans la tente de Ban Ki-moon. Voilà. Il y a une photo d'ailleurs qui est dans mon bureau, qui est juste à côté là. Il est assis à côté et moi à côté. Ah, d'accord. On buvait le café. Il a servi un café, moi aussi des cafés. Moi, j'ai pas pu boire mon café parce que j'étais un peu stressé. Oui.
Tout le monde était loin, nous on était tous de là. Ok, ok. Ça faisait un peu bizarre. Hein. Et depuis, on s'est adopté. D'accord. Et quand je suis venu ici, beaucoup de gens pensaient que Lélé me nommait son porte-parole. Ça se racontait partout. C'était pas l'objet. Ouais, ça se racontait partout à l'époque. Non, non, c'était pas l'objet. Son porte-parole d'alors en faisait un peu beaucoup, hein, parce qu'il pensait que j'allais prendre sa place, mais c'était pas le cas. Ensuite, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Je dis, je vais faire ce que je sais faire. Ouais, ça, c'est ici à Kinshasa. D'accord. J'étais à Pullman là-bas. Et c'est là où j'ai lancé la cellule de visiter 5 chantiers. www.5chantiers.com. Oui. Voilà. Oui. C'est ça, le premier site. Absolument, le tout premier site. Et c'est là où j'ai lancé le mot visibilité. D'accord. Les 5 chantiers. Les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Visibilité. Ok. C'est là où j'ai commencé toute la campagne, que tout le monde a apprécié, etc. Et on a fait le premier mandat, et puis il a été réélu. On a travaillé sur la révolution de la modernité. Et jusqu'aujourd'hui, on est ensemble. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a convaincu de finalement venir au pays, rentrer au pays, pour pas dire venir, rentrer au pays? C'était d'abord la volonté que j'ai sentie dans l'homme. D'accord. Ensuite, la vision qu'il dégageait. Ok. La détermination. Il était jeune, mais il avait des perspectives extraordinaires. Je rappelle que pendant la transition, le pays était partitionné. Oui. Il y avait les Sédégoma, il y avait les MLC, il y avait tout ça. Mais j'ai vu la manière dont il a roulé un peu tout ceci avec les dialogues intercongolais, la 1+4. Non, un type comme ça, il faut l'aider. D'accord. Voilà. Et là, je voulais aussi, parce qu'ici, il y a ma famille, il y a tout le monde. Oui, et je voulais faire quelque chose pour que les gens... L'Afrique, le monde a beaucoup profité de moi dans Paris. Oui, effectivement. Donc, il fallait apporter quand même un peu d'expertise à mes propres compatriotes. Alors, avant de parler de comment dirais-je, votre tour ici au pays, rentrons un peu à Paris. 3A Télé-Sud, parlons un peu 3A Télé-Sud, JMK Today, c'était mieux comment? En fait, 3A Télé-Sud, moi j'étais à Fréquence Paris Pluriel et à RFI. Oui. Avec l'Audicia. C'est moi qui faisais les nouvelles du milieu. J'étais producteur là-bas, c'était chronique. Et je mettais un peu en difficulté les invités. Vous savez, quand je parle. Oui. Alors, il y avait mon ami Pierre Bédou, qui est un Togolais, qui était passé à la radio. Et il voyait avec mes invités, etc. Il me dit, mais c'est pertinent ce que tu es en train de faire. Et si j'étais filmé? Parce que lui, à l'époque... il faisait des clips avec Orlus Mabele, avec Aoule Longomba, avec beaucoup d'artistes de l'Afrique de l'Ouest, etc. C'était un ancien de la télévision togolaise. D'accord. Il était même de l'équipe de la communication de Yadema, mais il était installé à Paris avec Dimio Etumi. Il venait d'avoir la première expérience de Télé-Sud avec Elise Mpako et Constant Nembalé. Je vais me filmer, il n'y a pas de problème. Mais je te filme. Il m'a filmé. Et puis, il a amené à la télévision. Il a diffusé, parce qu'à l'époque, il diffusait sur Internet. Oui. Et sur Globcast, à l'époque. Les gens ont beaucoup apprécié. Enfin, on voit les Jean-Marie de la radio à la télévision. Et on a décidé de commencer à produire des émissions où je prenais mes invités de la radio. On allait soit dans les halls de grands hôtels de Paris. Ok. Soit chez eux à la maison, soit chez moi à la maison. J'avais le même décor. Hein. Vous voyez, les hommes sont de menteurs, c'est tourné chez moi comme ça. Ok. Donc, j'ai tourné, et puis il faisait le montage avec Sylvie Desbords-Fleury, et il diffusait. Et les gens avaient beaucoup apprécié. Et moi, j'avais beaucoup d'admiration pour un grand intervieweur de CNN, qui est mort l'année dernière. Larry King. Larry King. Et je me suis dit, mais si je prenais mes propres initiales, et je dis aujourd'hui, comme Larry King faisait sur CNN, exactement. USA Today, sur d'autres chaînes américaines de New York par exemple. Oui. Il a le JMK Today. Ok. C'est parti comme ça. Ah, d'accord. Et ça a eu un succès extraordinaire. Oui. Aucun ministre ne pouvait passer à Paris, des présidents de la République. J'ai interviewé Omar Bongo, Paul Biya, presque tout le monde. Oui. Jacques Chirac.
Voilà. Les Tony Hallyday, dans le concept. Manu Dibango. Voilà. Le concept c'était c'est un talk show. Ouais. C'est un talk show. Un peu ce que nous sommes en train de faire ensemble, mais dans un style un peu décapé, un peu de style comme Larry King, comme il y a un journaliste français qui m'inspire beaucoup à l'époque. Il est toujours là. El Kabash. El Kabash, oui. Jean-Pierre El Kabash, oui. Voilà. C'est style comme ça. D'accord. Un style offensif des capas. Oui, exactement. Et juste une parenthèse, en tant que journaliste, ça vous fait pas bizarre d'être interviewé parce que là maintenant vous êtes de l'autre côté de la barrière. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais bon, moi j'ai d'autres casquettes, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. Je suis président de l'UNPC, je suis enseignant à l'université. On va en parler. Je suis coach. Oui. On va en parler de ces casquettes. Je me prête à tout CG assez facilement. Donc ça vous met pas mal à l'aise, quoi. Non, du tout. Voilà. Je suis plus qu'à l'aise. Je suis avec vous. Vous êtes quelqu'un de pertinent. Merci. Un maître de cérémonie à part entière. Avec votre timbre de voix et votre présence scénique. Venant de votre part. Oui. Non, je m'incline. Quand c'est Arsène qui présente, vous mettez tout le monde d'accord. Et vous avez une des qualités que beaucoup de Congolais n'ont pas, c'est vous faites à la fois de la publicité, vous avez une voix publicitaire, vous avez un style publicitaire assez spécifique. Dans les styles Matita Kanda. Matita Kanda, la voix du Zaïre. Oui, Matita Kanda. Bon, moi, ce sont mes références de l'époque. Oui. Kobe Kimpele, Matita Kanda, Kibambi Chitois, Bolo Bonzakwa. Oui, Bolo pour la partie un peu culturelle congolaise, un peu de la quinoiserie, un peu traditionnelle. Voilà, exactement, avec son teint vocal jamais aussi. Umbi Vangale. Oui, il y a Bijou. Voilà, Bijou. Belle voix. Oh, magnifique. Suave. Oui. Avec un français châtié. Sans oublier Benoît, le vieux Benoît. Le Coucou Sampo. Que j'ai pu interviewer. Je l'ai même invité chez moi à la maison avant qu'il reparte et nous quitte. Oui. Des grands noms de la presse nationale. Icônes, comme les Kayumbi Béa, voilà. Exactement. Vraiment ceux-là où Kezo Luansi. Oui. Manda Tchebois. Oui, Manda Tchebois. Eh bien, écoutez, Manda, quand il passait à Paris, il passait moi, je l'ai interviewé au moins 5 fois, Manda. Ok. Fréquence par prière, la radio Tavala, Télé Sud. Oui. Magnifique. Alors maintenant, Jean-Marie Kassamba, maintenant, voilà, retour au pays, Kinshasa. Et retour à Kinshasa avec une idée en tête qui sort. Vous faites le site www.5. Parce qu'à l'époque, l'utilisation des réseaux sociaux n'était pas dans les chefs des Congolais. Non, pas du tout. Les Congolais savaient que pour faire la communication, il faut aller à la télé, à la TNC. Voilà. Il faut faire des affiches. Oui. Ils savaient pas ce qu'on appelle la communication 360 degrés. Voilà. Qui veut dire, vous faites à la fois la télé, la radio, la presse écrite, l'affichage et les réseaux sociaux. Et l'Internet était un peu, je dirais, dans ses balbutiements. 2005, 2006. C'était pas encore ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Tout à fait. Et j'ai dit au président Kabila, je vous propose une démarche transversale. Et comme je suis un privé, je vais utiliser mes atouts pour traduire votre pensée, votre vision, ce que vous faites d'une manière communicationnelle offensive. Il m'a dit alors, vas-y. Et je ne lui ai pas demandé de l'argent. J'ai mobilisé l'argent moi-même. D'accord. Quand les gens disent Joseph Kabila a donné de l'argent à Jean-Marie Kassamba, non, Joseph Kabila m'a laissé faire ce que je sais faire, c'est-à-dire créer des concepts qui génèrent des moyens. D'accord. Et c'est un homme bien. D'accord. Très bien. Ok. Qu'est-ce que c'est devenu? Qui s'en occupe maintenant, qui n'est plus au pouvoir? Est-ce que ça existe encore? Qu'est-ce que c'est devenu? Mais la communication a beaucoup évolué. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis occupé des 5 chantiers, je me suis occupé de la révolution de la modernité. Mais la vision de l'homme reste. Et puis, tout ceci, je faisais dans les cadres de la République démocratique du Congo, notre pays. Et la République démocratique du Congo est éternelle. Et les institutions de la RDC sont pérennes. J'ai fait de la communication lorsque Mobutu était en fonction. Oui. J'ai vraiment beaucoup aidé le président Kabila. J'ai continué à parler de la RDC. Il y a à la tête de la RDC un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi,
que j'ai Que vous connu il y a connaissez plus de depuis. 30 ans. Oui, ça, Regardez voilà. sa photo. Et puis quand on voit vos têtes, ça prouve que c'est pas d'aujourd'hui. Ben, on est du même coin. Voilà, même coin, tout On ça. partage le même sang. Mhm. Et aussi ancien diaspora, tout ça. Oui, Voilà. c'est mon frère. Oui. C'est un cousin, moi. Son père, mon grand-père, ma grand-mère, Mboya, des Moupompa et tout ça. Mais votre grand frère était de l'UDPS. Bien évidemment, Richard Moukania. Mon père était de l'opposition. Oui. Parce que mon père ne supportait pas le côté inculte de certains leaders de l'époque. Parce que mon père était un féru des livres. Il était jeunesse Kalonji. Kalonji Molopoué. Oui, c'était quand Kalonji avait fait la sécession kassaïenne, l'État autonome du Kasaï. Mon père était dans le staff de ceux qui étaient avec Kalonji. Et lorsque moi je suis né dans les années 60, juste 66 exactement, ça coïncidait un an après la prise de pouvoir par Mobutu, les coups d'État. Et mon père n'a jamais accepté les coups d'État. Ouais. C'était un républicain. Il est là, mon père. Oui, je vois la photo. Et il n'a jamais porté la cravate. Plutôt la bacosse. La bacosse. Voilà. Tout ce qu'il peut faire, c'est le safari comme ça. Et il mettait souvent les costumes sans cravate. D'accord. Voilà. Un révolutionnaire. Oui, un pur révolutionnaire. Et il est toujours parmi nous? Non, il m'a quitté en 96. D'accord. Quand il nous arrive. Ouais. Et donc, mon frère, Charles Moukania, qui a fait l'ISP ici, ingénieur, l'ISP était directeur, les tout premiers directeurs de Air Zahir. Oui, ok. Oui. Et en déplacement en Europe, il a été coopté par Bull. Bull, c'était une grande société informatique française. Ah oui, Bull. Bull. Et il a travaillé chez Bull, il a travaillé chez Alcatel. Donc il est resté à Paris, mais à Paris, ils étaient dans la représentation de l'IDPS. Oui. Dans les années 80. l'IDPS a été créé en 82, 83. Et depuis 83, 84, 85, 86, mon frère était déjà là-bas. Et c'est lui qui, quand Étienne Tshisekedi venait à Paris, c'est lui qui passe à Paris, ben c'est lui qui s'en occupe. Tout à fait. Beaucoup de demander à tous ceux qui sont là de l'IDPS, des vrais, les Omer Kamba, les Kankonde Gilbert, voilà, tous ces gens-là, ils ont travaillé avec lui. D'accord. Voilà. Il est toujours à Paris? Il est à Paris. D'accord. Un peu souffrant, mais il est à Paris. D'accord. Et de là, maintenant, Jean-Marie Kassamba, retour au pays, comme on l'a dit, tout ça, 5 chantiers, ça a évolué. Et un beau jour, Télé 50. Oui, en 2010. Télé 50, c'est le prolongement de ce que je faisais en Europe. Télé Sud, tout ça. Oui. Quand j'avais à Kinshasa, quand j'ai lancé la cellule de visibilité 5 chantiers, j'avais emmagasiné suffisamment d'images. Et lorsque, en 2010, on devait fêter les 50 ans de notre pays, le président Kabila m'a demandé de réfléchir comment visibiliser tout ça. Il avait vu ce que je faisais déjà. Il y avait Général Kaloumé et Jean-Pierre Moutamba qui s'occupaient de la communication. Kaloumé était commissaire général et Moutamba se faisait la partie communication. Moi, j'ai dit au président Kabila qu'il faut un centre de médias, un média center, mais il faut un signal télévision, Internet, là, on l'avait déjà, etc. Il m'a dit, à quoi tu fais référence? J'ai dit, mais il y a un signal de la 3, qui diffuse à peine quelques bandes. Je pense que comme c'est un projet du pays, j'ai suffisamment des banques de données, donc je peux diffuser là-dessus, et puis je vais concevoir d'autres images pour mettre dedans. Je vais appeler cela la télévision du cinquantenaire, parce que c'est l'événement que nous allons faire. Voilà. Alors j'ai monté les studios à Mandarinier là-bas, j'ai recruté quelques jeunes que je formais, j'ai d'abord récupéré mes anciennes images de Paris, le GM4 de 5 chantiers, etc. J'ai commencé à diffuser, et les gens ont découvert un concept. Là, ce qu'il faut préciser, c'est que là, vous avez créé, comment dire, votre génération de journalistes. Oui. Tous ceux que ce soit les Fleury Zantoto de l'époque. Les Piatinkeri, les Joïli Yoka, voilà. Ça, c'est des produits. Et je faisais les castings
sur des jeunes ben, qui n'avaient jamais fait de la télé, que je devais former suivant ma vision de choses, la manière de faire la télévision, etc. Parce que quand je suis venu avant, j'étais un peu interviewé comme vous, comme c'est en moyen de le faire, et souvent je demandais aux gens, mais pourquoi faites de la télévision comme ça? Ils disent, non, Aouzaka, Boye, mais ça n'a plus de Ouais. J'ai dit, bon, le jour où je fais la télé, vous allez voir. D'accord. Et quand j'ai fait l'émission Fauteuil Blanc, Oui, fauteuil blanc, voilà. pour laquelle d'ailleurs vous m'avez remis le trophée qui existe ici. mon amboka. Oui. J'ai dit, ah, c'est quoi cette affaire, etc. Mais voilà, c'est ça, la télé. Non, mais c'est juste une émission. Est-ce que vous avez pu faire toute une chaîne? Oui, bien sûr, on l'a fait. Ok. Et j'ai fait la télé. Oui. Avec la nouvelle génération. Oui. Qui aujourd'hui s'est déployée dans toutes les chaînes maintenant. Tout le monde, oui. un peu à la queue de Et pourquoi ne pas avoir pris ce qui existait déjà Ben, j'estimais que, comme on dit en lingala, ceux qui nous étaient tengami déjà, pour redresser, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Ensuite, il fallait que ceux que j'allais recruter arrivent un peu fraîches, un peu frais. Okay. Et surtout, qu'ils découvrent une autre façon de faire des choses. Oui. Et quand je faisais les castings, je leur expliquais toujours, oubliez tout ce que vous avez fait jusque-là, faites ce que j'ai voulu de faire. D'accord. Vous allez voir que ça va marcher. Ok. Ceux qui ont joué le jeu, ça marchait. Oui. Pendant 10 ans, Oui. ben, ils étaient heureux, Une dizaine d'années, oui. bien installés. Oui. Moi, j'ai changé beaucoup de vie, déjà. Magnifique. Mais un jour, comme on dit à Lingala, comme on l'a dit aussi, Wenge Panzani, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Wenge Panzanité, c'est certains qui ont pensé que comme au Congo, toute organisation est fonction du pouvoir. Et que Télé 50 était lié au pouvoir. Ah, d'accord. Non, Télé 50, c'est un concept. Je vous en ai parlé ici de ma petite vie. Oui. C'est un concept qui a son ancrage dans l'homme. Le concepteur, celui qui sait comment ça se fait et qui oriente les choses. Et puis, Joseph Kabila lui-même, il n'était pas fini. Il n'est pas fini. Sa vision n'est pas terminée. Le Congo n'est pas terminé. Donc, réfléchir de cette façon-là, c'était un peu réducteur. D'accord. Ils se sont trompés. Beaucoup les reconnaissent aujourd'hui. Ils se sont trompés. D'accord. Et ce n'était pas Wenge d'ailleurs, parce que Wenge c'est un groupe. Oui. Non. C'est un concept au sein duquel les gens ont compris, ont intégré, et soit vous continuez à fonctionner comme ça a été fait. Si vous pensez que vous pouvez vous mouvoir ailleurs, moi je n'interdis pas aux gens de se mouvoir. Vous allez le faire. Mais à quoi c'est là et penser que si moi je m'efface, tout s'arrête, c'est un peu compliqué. Ah, d'accord. Non. C'était pas le cas. Non. C'est la preuve. Mais ça sera pas le cas. Vous êtes toujours là. Et mieux. De plus en plus. Voilà. Et là, si on a parlé de Télé50, la Télé50, quel est l'éditorial? C'est une chaîne qui est là pour présenter la vision du président Joseph Kabila, de l'ex-président Joseph Kabila. Télé 50, c'est une chaîne simplement congolaise. Mais c'est une chaîne d'information professionnelle qui a comme déterminisme de travailler sur la République démocratique du Congo et ses institutions, avec un focus sur le Congo positivisme. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un pays extraordinaire qui a tout, plus le peuple, mais qui est mal vendu, qui est mal présenté, et dont certains n'arrivent pas à capitaliser suffisamment. Il faut un organe de presse, un média, parce qu'ici, on est maintenant multi-standard. Tout à fait. On a la radio, on a la télé, on a l'espace multimédia, c'est les réseaux sociaux. On fonctionne un peu si vous regardez la télé, c'est ça. Mais nous travaillons sur le concept de promouvoir la République démocratique du Congo. Et on a un type, un grand monsieur, un Congolais, qui a une vision avant-gardiste de ce pays. Il fonctionne comme l'aigle, Jikaka, comme l'aigle. Et partager des moments de conception d'une grande nation avec un type comme celui-là, mais c'est extraordinaire. Mais moi, je ne suis pas dans le culte
de la personne. D'accord. Je n'ai jamais été dans l'étude et ne le serai jamais. Ok. Mais les Mukakoswa, les Raïs Tutondi Nanoté, les Fatibé, non, moi. D'accord. D'accord. Je suis dans, il faut aider les institutions à se consolider, à exécuter les programmes d'une manière offensive. Oui. Au service du Congo. Cette façon-là, ça vous ferait pas, si je puis dire, une sorte de glissement politique? Mais je vais glisser d'où à où? Du journalisme à homme politique? Non. Moi, je suis un professionnel des médias. Je suis un enseignant. Je suis un encadreur et manager. C'est suffisant. La politique, c'est une branche. C'est la manière de gérer la cité. Non. C'est réducteur de me ramener à la politique. Moi, je suis hétéroclite, multistandard, et j'aime bien utiliser chaque corde pour façonner ma vie. Voilà. Et de là, maintenant, on arrive, Jean-Marie Kassamba, on va encore nous sauter 50 tout à l'heure, mais Jean-Marie Kassamba, journaliste, président de l'UNC, l'Union nationale, l'UNPC, oh là là, qu'est-ce que je raconte, l'UNC? L'Union nationale de la presse du Congo. Excusez-moi, voilà, Union nationale de la presse congolaise. De Kinshasa. De Kinshasa. 3500 journalistes. Waouh. On était à 350 chaînes de télé. 2000 journaux. 350 chaînes de télé. Oui. Ok. On a réduit à une centaine. D'accord. On est à 100 et quelques maintenant. Et mon objectif, c'est que le ministre Mouyaya, l'État congolais, diminue tout ceci parce qu'il y a trop de chaînes de trop. Ah oui, oui. Là, c'est indiscutable. Alors là, je crois que même nous sommes en train de préparer le congrès pour le congrès extraordinaire pour reformuler l'UNPC avec la nouvelle loi qui a été votée. Nous avons été aux États généraux de la communication et des médias. Je suis le rapporteur du comité de suivi avec Chantal Kalingo, voilà. Et nous travaillons maintenant pour ce qu'on appelle la salubrité médiatique. Ah. La photo que vous voyez là, c'est la photo avec Fachi qui était venu l'ouverture. À l'ouverture, tourne à la clôture. Centre Nganda. Pour nous travailler, oui. Donc c'était pas Centre Nganda, c'était pour les travaux. Et ça, c'était à l'hôtel du Fleuve. Kibicha, on a terminé cette manifestation, présentée d'ailleurs par Ilunga Mwana Bouté qui nous a quittés. Heureuse mémoire. Il y a quelques temps. Oui, voilà encore un autre qu'on a oublié de citer, Ilunga Mwana Bouté avec son faux jumeau, Moïboué. Oui, Moïboué. Je l'ai enterré, Ilunga. Oui. Un grand, avec une diction, magnifique. Genre pour moi, c'est un de mes modèles, moi, personnellement. Clip Inter. Voilà. Oui, magnifique. Quelle époque, mais quelle époque. Voilà. Mais dites-moi, l'UNPC, à quoi ça sert? Eh bien, l'UNPC, c'est l'autorégulation de la presse, des médias en République démocratique du Congo. C'est la seule structure que l'État congolais reconnaît comme l'émanation de la presse, des journalistes de notre pays. C'est nous qui délivrons la carte professionnelle, c'est nous qui avons la commission de discipline pour sanctionner les écarts éventuels, mais nous sommes là également pour former. Il y a 3 commissions importantes, la commission de la carte, la commission de formation et la commission de l'éthique et de déontologie professionnelle. L'UNPC encadre, l'UNPC forme, l'UNPC discipline, l'UNPC vous reconnaît la qualité des journalistes. Si mon ami qui est derrière, qui me filme, s'il se comporte mal, c'est l'UNPC qui va le sanctionner. Kérancam. Voilà. D'accord, pour ne pas le citer. Et à côté de l'UNPC, vous avez le CESAC, qui est l'État, si vous voulez bien, la régulation de contenu de médias. Oui, dirigé par Bossembe actuellement. Oui. Bossembe, un jeune de la génération j'aime. Exactement. Voilà, exactement, ça faut aussi le préciser. Voilà. Mais maintenant, si je vous pose la question de savoir, vous maintenant, en tant que professionnel des médias, à votre niveau, Jean-Marie Kassamba, quand vous regardez les médias actuels, parlons que de la télévision, que pensez-vous de la télévision actuelle congolaise? Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai dû l'UNPC, je professe par l'exemple avec mes propres médias. En termes de qualité, en termes de contenu, en termes d'exigence. Il y a à peine une semaine, je viens d'échanger de fond en comble
l'habillage de Télé 50 avec la ligne éditoriale qui a été renforcée, etc. C'est ce travail que je demande à beaucoup de médias de la RDC. Parce qu'on ne peut pas prêcher, parler qu'il faut de la qualité si on la montre pas soi-même. Moi, je montre depuis Fauteuil Blanc, Télé 50, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un problème des convenances. Les gens aiment parfois une certaine facilité. Il y a aussi un problème de mobilisation de moyens, ce qu'on appelle la viabilité des organes de presse. Et puis, il y a aussi des habitudes qui sont des travers, les coupages, parfois le chantage, parfois la légèreté, la manière de produire. Un journaliste, ça travaille, et ça travaille même beaucoup. Et je continuerai à militer pour le professionnalisme accentué de la presse nationale, parce que c'est un quatrième pouvoir qu'il faut exécuter avec beaucoup de talent. Il faut sortir du côté pépélé, le pépélé congolais, les mots comprenants, le système et les kaganango. Non, moi je suis pas partisan de ça. Et donc cette presse, si nous avons une dizaine de chaînes de télévision, une vingtaine de radios, quelques journaux, quelques sites, ou plutôt des médias en ligne responsables, c'est suffisant. Et nous sommes en train de corser maintenant l'accès au métier de journaliste pour l'octroi de la carte. Corser également dans le comportement. C'est-à-dire quand il y a des comportements des travers, après les congrès que nous allons organiser, il y aura suffisamment de sanctions jusqu'à la radiation. Ah, d'accord. Absolument, absolument. Ce sont les textes que nous avons validés il y a quelques jours. Le fonctionnement, notamment de la commission de la carte de l'éthique à discipline au sein de notre profession. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là? La télévision, si on regarde bien, il y a une vingtaine d'années, les chaînes n'étaient pas aussi nombreuses que maintenant. Qu'est-ce qui a fait que, brusquement, il y ait ce foisonnement, que ça soit devenu facile? C'est la faute au Mobutu. C'est-à-dire? En 1990, Mobutu, lorsqu'il libéralise l'espace politique, alors c'est là, vous vous rappelez? Oui, comprenez mon émotion. Oui. Et il a dit, ben, désormais, il n'y a plus de parti unique. Et du coup, il n'y a plus de syndicat unique, l'UNTESA. Il n'y a plus de médias uniques, l'ODRT. Il n'y a plus des journaux, Salongo et Lima, etc. Il faut que les gens se comportent comme en toute démocratie. Et les gens ont pensé que c'était devenu la Bérésina. C'était devenu la jungle où tout le monde et n'importe qui pouvait accéder à n'importe quoi sans restriction. L'apparition de la fameuse presse rouge, où les gens, sur un bout de papier, ils écrivaient des histoires, ils faisaient des photocopies, ils distribuaient. Et l'apparition des chaînes sous les arbres, les chaînes dans les caves, dans les appartements privés qu'on morcelle comme ça devient une chaîne de télé. Avec des journalistes qui venaient s'asseoir à la rédaction, disent voilà, moi je suis à la rédaction. Qu'est-ce que vous y faites? Non, je suis reporter. Moi, c'est quand je suis arrivé au Congo, tout le monde ou presque était reporter. Ou à la télévision, tout le monde était devenu chroniqueur musical. Et j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas une profession chroniqueur musical? Non. Vous faites une chronique dans une émission. Mais vous êtes journaliste d'abord. Chroniqueur ne veut pas dire c'est lui qui est là dimanche, bonjour, bienvenue, bon dimanche, et vous commencez à raconter votre vie. Avec la personne qui est en face, vous posez des questions polémiques, vous vous insultez, vous rigolez, et le temps passe, et puis c'est fini. Et ceci a duré depuis 30 ans. 30 ans. Et les gens ont pensé que c'était ça la télé ou les médias. Non. Et lorsque je leur dis, écoutez, un peu de sérieux, parce que on vous regarde, la jeunesse vous regarde, la population vous regarde. Il y a eu des gens dans ce pays qui ont fabriqué des concepts, excusez-moi du terme, pipeaux, reposant sur des antivaleurs, sur la légèreté, les vols, les insultes faciles, les calomnies, et étaient considérés comme de références en matière des médias. On a tué une génération et nous sommes en train de racoler tout ça. Nous sommes en train de
peaufiner tout ça. C'est le challenge que j'ai eu, moi, en venant ici. Pour dire, un journaliste doit avoir un bon caméraman, un bon reporter, qui prépare son interview, qui arrive avec un bout de papier, qui dit, l'opinion pense que, Batoba Lobby, non, Batoba Lobby quoi? Et donc, ce travail, on est en train de le faire, ce n'est pas évident, parce que il y a des gens qui se sont créés des métiers avec ça. Oui. Qui ont vécu avec ça. Oui. Qui ont voyagé avec ça. Qui ont fait du chantage aux ministres, aux députés, etc., aux mandataires, qui écrivent des bêtises et puis vont dire, ah voilà, ce qu'on foutité au Mona. Oui. Et malheureusement, ça a duré. Mais nous sommes en train de faire un travail de nettoyage. Oui. Parce que la génération future va nous le reprocher. D'avoir dévergondé toute une génération. C'est pas comme chez moi, au Kasaï. Depuis les années 80, on disait un français flang, hein, ça veut dire parler un bon français, c'est pas l'argent. Et les enfants ont arrêté d'aller à l'école. Il suffit d'aller à la mine, on a un peu de diamant, on achète une moto, une course radio, on épouse 2, 3 femmes, mais lorsqu'on ouvre la bouche, on parle des travers. Et quand le diamant a été complètement dévalorisé, ça crée des désœuvrés. Et toute une génération a perdu comme ça. Et donc, le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est de rattraper un peu tout ceci. C'est pas facile parce que les gens qui avaient l'habitude de vivre un peu de tout ça, ils nous trouvent comme des extraterrestres, les empêcheurs des tournants ronds, les gens qui viennent pour casser les business et ils aiment pas. Oui, c'est ça. Alors, pour revenir sur Télé 50, vous avez bien dit que ce n'est pas une chaîne qui est là pour faire l'apologie de... D'abord, Kabila n'aime pas qu'on fasse de l'apologie sur lui. D'accord. C'est un homme tellement discret, puissant en termes de sa propre personnalité, que le côté farfelu, ce qu'on appelle trivialement les dialélos, ça les choque. C'est pas un homme qui aime les oripeaux du pouvoir, le protocole, les tapis rouges, les soirées somptueuses, les lassap à outrance. Non. Il a prouvé pendant 20 ans. Tout ce qu'il a adulé, Raïs, tout ça, qui chantait, Niming et tout ça, il le regardait avec beaucoup de rigueur. Et ça se voit aujourd'hui que s'il pouvait s'accrocher à tous ces oripeaux du pouvoir, il n'allait pas céder ce pouvoir, il n'allait pas l'offrir ce pouvoir. Et Télé 50 n'a pas pour vocation, n'avait pas pour vocation, et n'a toujours pas pour vocation de faire des choses que moi-même, je n'aime pas. Oui. On dit de lui qu'il est le président de l'université à Kara. Oui. Recteur de l'université de Kara. Oui. Ça veut dire que, tu l'insultes, il te regarde. Oui. Tu racontes des histoires, il te regarde. Oui. Mais les temps finit par lui donner raison. D'accord. Vous savez que Joseph Kabila avant de partir, il avait beaucoup de projets qui étaient dans le pipe, comme on dit, en langage scientifique. Ce qui s'est construit en ce moment en face de l'hôtel du Palais du Peuple. Oui, le grand centre culturel. Oui, mais c'est Joseph Kabila. Oui, ça a commencé, oui. C'est lui qui a monté tout le projet. Oui. C'est un vieux projet. Le travaux à Mamayemo, modernisé, c'était dans les tuyaux, avec la Banque mondiale, etc. Le musée national. Le musée national, oui, tout à fait. Je peux vous en citer des projets comme ça. Mais il va pas s'accaparer. Il y a la continuité de pouvoir. L'actuel président a formalisé tous les restes. Ça va continuer. Quand ça sera terminé, comme le maréchal Mouta a laissé le palais du peuple, le stade Camagnola, etc. pour maréchal, Kabila a laissé le palais présidentiel, plutôt le bâtiment intelligent. Oui. Il a laissé le pont sur la Luangue, le pont sur la là-bas. Il a suffisamment. Et Félix Tshisekedi laissera aussi ce bâtiment qu'il a hérité en projet finalisé de son mandat, et d'autres qu'il est en train de faire, comme la cité financière en face du ministère des Affaires étrangères, qui est en train de se ériger avec le ministre Kazadi. C'est ça la République.
chacun, comme il disait lui-même Sissa Bidimou, il marque des empreintes dès son vivant, durant son règne. En France, François Mitterrand a fait la bibliothèque, a fait le Louvre, a fait la Défense. Oui. Mais Pompidou a fait le centre Pompidou, et Général de Gaulle a fait le Concorde, etc., etc. Oui, oui. Et que pensez-vous du président Félix Tshisekedi, que vous avez connu il y a... Je l'ai connu depuis très longtemps. J'ai connu son père, je l'ai connu lui-même. D'abord, c'est mon frère. Ensuite, il est de la famille de combattants. Oui. Son père est un grand combattant. Lui-même a vécu des situations. Moi, je l'ai vu se battre à Bruxelles, etc. Ces images ont été virales à un moment. Oui. Bagarre avec les policiers. Oui, c'est un sanguin. Nous, les Kabeka, on est un peu comme ça. Zouba Bilombo, on appelle comme ça. Là où il y a toujours des polémiques. Ah, d'accord. Un Zouba Bilombo, c'est comme ça. Ok. Non, c'est un monsieur assez déterminé, fin. Oui. Il est fin, tu sais qu'il faut pas se fier côté. Il est fin, il est très tactile, très. Il avance souvent masqué, et puis. Mais il est déterminé quand il fait les choses. Il a l'âme de Kassaïen de chez nous, assez rompu, déterminé. D'accord. Il a des très bonnes idées, des bonnes ambitions. Mais il a eu la malchance d'avoir des collaborateurs qui n'ont pas compris, qui n'ont pas bien accompagné, et on a fait rater beaucoup de projets qu'il avait par certains comportements anti-républicains que moi je condamne et je déteste jusqu'à aujourd'hui. Mais il a déjà réalisé quelque chose de bien, mais qui ne sont pas très bien vendus, ces choses. Et donc j'espère, il est en train de nettoyer maintenant, qu'au fur et à mesure, ça sera corrigé pour que quand il va partir, que les gens retiennent qu'il a fait un certain nombre de choses. Voilà, c'est ça le problème. Mais c'est un homme bien. C'est un homme bien, Félix Tshisekedi. Mais un moment, au début de son du pouvoir de Tshisekedi, il y a de Félix Tshisekedi bien sûr, il y a eu, c'est comme si vous n'avez pas accordé vos violons tous les deux là. Vous étiez croisés, si j'ai bonne mémoire, c'était à l'échangeur. Ah, la fameuse rencontre. Oui, la fameuse rencontre. J'étais invité en tant que président de l'UNPC, déjà Télé 50, pour la présentation de programme de 100 jours. Et j'étais là avec Moussa Kweno, Vital Kamere, il est descendu du tracteur. J'étais avec madame son épouse, qui est juste à côté. Et il m'a salué, il a salué le Sakweno, et puis on a commencé à se taquiner, comme les gens des KB et Kamara. Alors on me demandait, alors toi, tu veux pas me voir, depuis que je suis président et tout ça. Je dis, mais écoutez, pas je suis le président comme ça, vous êtes chef de l'État, c'est plus comme avant. Alors, il a un gestuel comme ça. Oui, tout à fait, exactement. Ben, ses gestuels, il le fait tout le temps. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Oui, mais il fait ses gestuels tout le temps. Parce qu'on a eu l'impression que quand il a fait ça, vous étiez parti. Non, mais on était en train de marcher ensemble. Mais c'est un président. Il est parti s'asseoir là où il devait s'asseoir. Moi, je suis parti s'asseoir où il devait m'asseoir. Donc, comment voulez-vous que je le suive derrière? Et non, je suis pas son protocole. Il est parti avec madame s'asseoir. Moi, je suis parti m'asseoir avec Kabound et Kazadi. D'accord. Et puis la soirée est terminée. Comme c'était filmé en direct à la télévision, les gens ont interprété ce qu'ils ont voulu entendre. Mais il n'y a eu pas d'invective particulière. C'est mon frère, on se croise beaucoup. Regardez dans mon bureau, il y a plein de photos, on est ensemble. On se croise suffisamment, on partage. D'accord. Et ça continue, votre relation avec Joseph Kabila, vous bien voyez, bien sûr. Vous rencontrez encore? Ah, bien sûr, assez régulièrement. D'accord. C'est un homme bien. Oui. Très bien même. Oui. D'accord. Parfois incompris, et les gens finissent par le comprendre avec beaucoup de retard. Ok. Et moi, je l'ai compris depuis longtemps, et avant beaucoup de choses. Et je suis triste de constater que ceux qui étaient zélés à ses côtés, ce sont les premiers aujourd'hui à basculer, à glisser, à faire des écartements des jambes et tout ça. C'est une question de conviction des valeurs. Tout à fait. Et vous-même, Jean-Marie Kassamba, pour revenir, je repose encore la question. Vous ne vous voyez pas en politique? Mais je fais de la politique. Oui. Parlons-en. Je fais la vraie politique. Oui. C'est-à-dire la gestion des enjeux majeurs de mon pays. La grande communication stratégique de ce pays, j'ai beaucoup de contacts avec des gens qui dirigent ce monde, y compris ceux qui sont chez moi. Je leur dis ce qui doit être fait.
Et je participe à beaucoup d'actions. Point n'est besoin de le dire. Mais la politique, c'est pas seulement être élu. Moi, je connais beaucoup d'élus qui ne font absolument rien du tout. Il y a 1, 2, 3 mandats. On en connaît plein. Oui. En tout cas, alors, la liste est longue. Si faire la politique, c'est aller s'asseoir dans une salle et applaudir. Tout le monde peut le faire. C'est facile à faire, ça. Ouais. C'est trop facile, même. Exactement. Alors, parlons un peu maintenant de votre casquette d'enseignant. Alors, vous enseignez quel cours? Alors, moi, j'ai une faiblesse, c'est la transmission du savoir. Depuis toujours, depuis l'Europe d'ailleurs, j'ai toujours encadré. Quand j'ai terminé à l'école des hautes études, j'avais fait mon travail sur ce qu'on appelle la coopération multisectorielle entre l'Union européenne, à l'époque c'était la CEE, la Communauté économique européenne, avec les ACP, Afrique et Pacifique. C'est Kassoumou Méma qui m'avait beaucoup aidé d'ailleurs dans la rédaction d'Heureuse Mémoire. Là, il préparait sa thèse à Bordeaux en communication. J'habitais à Argenteuil avec maman qui est là d'ailleurs, est revenue après le décès. Eh ben, j'ai commencé à donner des cours. D'abord aux étudiants de BTS. Ensuite, on avait des centres de formation en France de journalistes. Je donnais aussi des conférences. En quoi? Marketing, politique, géostratégie. Et quand je suis revenu au Congo ici, d'abord l'Institut supérieur des techniques ISIPA, le DG Personam Ekanda, qui voyait, je l'avais invité dans le fauteuil blanc, ce que je faisais, il a visité un peu mes entreprises, il a vu comment je faisais, il dit mais DG, il faut venir encadrer mes étudiants de 3e année, des licences, marketing international et commerce international. D'abord, ce que vous faites. Alors, il m'a proposé 2 cours, l'entrepreneuriat et l'éthique à la danse professionnelle. Donc, j'ai commencé depuis 2008 à l'ICIPA, où j'enseigne, j'ai commencé par le commerce international, le marketing, ensuite l'éthique et la déontologie professionnelle. Mais comme mon emploi du temps ne me le permet pas, je travaille beaucoup, je lui ai demandé si je peux garder l'entrepreneuriat. Et depuis 2009, je ne fais que... J'ai beaucoup de promotions d'entrepreneuriat que j'enseigne là-bas. J'enseigne à l'École nationale d'administration, la communication institutionnelle, depuis la mise en place de l'ENA, par Matata Ampogno, ce que j'enseigne, et j'ai suffisamment de promotions maintenant. J'enseigne depuis 3 ans maintenant, 4 ans d'ailleurs, à l'université Kim, ici à Kinshasa. Ah oui, Révérend Kim. Révérend Kim, oui, ils sont à Lingwala et puis Manjili, la communication institutionnelle, audiovisuelle. Et je donne beaucoup de conférences à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences sociales, communication. J'avais un ami qui était là-bas, professeur Moubangue, qui est mort d'ailleurs pendant le Covid. Et voilà. Et à l'ISTI, on appelle les FACIC, je donne beaucoup de conférences également. D'accord. Voilà. D'accord. Et de là, nous sommes à Kinshasa. Mais j'adore enseigner. Mes gens qui travaillent avec moi, ils m'appellent maître d'école. Ah, d'accord. Maître d'école. Donc, moi, j'aime transmettre parce que il n'y a pas meilleur cadeau dans la vie que d'avoir le savoir pour façonner sa vie. Les Chinois disent vaut mieux m'apprendre à pêcher que me donner du poisson. Moi, j'aime pas les sopeka. Sopeka, somelana et pesa. Voilà. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Ah oui, il le faut. Je suis fier de ma fille, Alexandra, qui a fait des très bonnes études, qui a terminé, qui est chef d'entreprise maintenant, entre Paris et Kinshasa. D'accord. Elle commence à gagner de l'argent. Ah ouais. Elle a fait également la communication stratégique. Ah, ok. Oui. D'accord. Super. Alors ici, maintenant, nous sommes à Kinshasa. Kinshasa, vous savez, d'ici peu, Kinshasa va fêter ses 100 ans. Oui. 100 ans d'existence de Kinshasa. Alors, si je vous posais la question de savoir, Kinshasa, 100 ans, comment est-ce que vous voyez Kinshasa? Comment vous définissez Kinshasa et le Quinois? Moi, en venant ici, en 1984, je croyais que Kinshasa, c'était l'Europe.
Parce que les images que nous, on voyait à la télévision, en Bujumbura, sur les écrans noirs et blancs, ah, c'était beau. Il y avait quoi? Galina, ma campagne, pigeons, des belles maisons, etc. J'étais un tout petit peu déçu parce que quand je suis arrivé à Kingasani, j'ai vu beaucoup de sable, il y avait qu'une seule route, la grande route. Du côté des Massina, beaucoup de sable, du côté de Kingasani, beaucoup de sable. Et au fur et à mesure que j'entrais dans la ville, j'étais vraiment déçu. Djili, Matete, et puis je suis allé à Matongé, j'ai vu qu'il y avait des petites maisons un peu salubres, voilà. Mais j'ai fait quoi? 1 an à peine à Kinshasa. Je suis parti en Europe. Et au fur et à mesure que je vivais dans le monde de blanc, où il y a les normes urbanistiques, beaucoup de disciplines, les images qui me provenaient de Kinshasa étaient de plus en plus médiocres. D'accord. Au point que, quand je suis revenu en l'an 2000, j'ai vu Kinshasa non seulement sale, petit, et déstructuré. Et je me suis dit, mais est-ce que les Kinois eux-mêmes sont conscients du rôle ô combien capital de leur capitale? J'ai mon ami qui est aujourd'hui gouverneur de Kinshasa, avec lequel nous avons vécu là-bas, Bobila. Mais il souffre. Non seulement on lui donne pas les moyens suffisamment, comme Paris, comme Londres, comme New York pour gérer. Allez, si vous parlez des pays d'Europe, vous allez dire c'est trop, c'est riche, etc. Mais comme Lagos, comme Abidjan, comme Johannesburg, comme Kampala, comme allez, le petit Kigali à côté. La rétrocession que reçoit Ngobila sur Kinshasa, c'est pin-up. Et parce que vous posez la question, mais les mentalités, mais déstructurées, les Kinois. Les bons Kinois sont noyés dans la masse des antivaleurs qui ne montrent pas les bons côtés de certains Kinois. Mais il y a des gens de valeur à Kinshasa. Des grands professeurs d'université, de médecins, ou des mamans maraîchères d'une certaine moralité, d'une certaine propriété, sobriété. Il y en a à Kinshasa. Mais ils sont noyés, ces gens, dans une masse des choses horribles. Moi, je souffre de la saleté. Je n'aime pas la saleté. Je n'aime pas la saleté. Mais il y a des gens qui aiment vivre dans la saleté. Kinshasa Poto Moïndou. C'est légendaire, ça. Enfin, c'est déjà renvoyé au calendrier grec. À l'époque, les gens qui étaient à Brazzaville, ils disaient traverser à Kinshasa pour aller en Europe. Mais Brazzaville, c'est petit, mais il y a des coins de Brazza qui n'ont rien envié à des belles villes. Hein. Maintenant, on dit Brazzaville la verte. On souhaite beaucoup là-bas, on balaye l'avenue, voilà. Mais Kinshasa, c'est tellement développé. Il suffit de minimum de discipline dans le chef des Kinois pour que des quartiers où se trouvent des villas, des grosses villas, des immeubles, si ces quartiers étaient, allez, disciplinés, avec de la voix, de la propriété, de la discipline, ça allait être extraordinaire. Comme Yamoussoukro, comme Abuja, comme les Caire, comme Alger. Moi, Alger, c'est tout blanc. Ou Rabat, c'est blanc, c'est propre. Il faut sortir de Kinshasa pour vous rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer ici. C'est pas une question d'argent. Il y a beaucoup d'argent à Kinshasa. Énormément. Allez chez des gens, il y a des gens qui gardent beaucoup d'argent chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Pour clôturer notre bel entretien ici, qui est vraiment riche, riche en richesse, moi j'aime bien dire ça. Oui. Parce que les questions sont bien posées. Ah, merci. Ça va droit au cœur. Alors, Jean-Marie Kassamba, quel est votre rêve maintenant pour les médias congolais? C'est de faire comme moi. Waouh. C'est mon rêve. Waouh. Essayez de définir. Exigence, professionnalisme,
qualité et surtout la passion du Congo. On a un pays formidable. Formidable! Vous savez, quand nous on était en Europe, là-bas, dès qu'on met la chanson de Pépé Calé, mais d'autres nationalités vous trémoussent ça comme pas possible. Les Antillaises veulent sortir avec des Zaïrois, les Ivoiriennes veulent sortir avec des Zaïrois, parce qu'ils aiment s'habiller, ils sont propres, ils ont de bonnes manières. Moi, je suis fier d'être Zaïrois, Congolais, aujourd'hui. Mais j'étais contre les Zaïrois qui se mettaient le pantalon jusqu'ici, qui se blanchissent la peau, qui parlent mal français et qui volent dans les magasins. Moi, j'étais contre ça. La racaille. Oui, pas la racaille. Il y avait une bonne partie déjà même qui avait fait des études et qui faisait ces choses-là. Ah, voilà. Ils appelaient ça caillou. Caillou. Ou bien kobeta. Kobeta di banga. Ah, non, c'est pas ça. Et ça noyait beaucoup des bons Zaïrois, des bons Congolais. Eux prenaient le dessus. Oui, c'est comme si vous dites des combattants. Oui. Ils sont pas représentatifs. De la majorité. Allez en Afrique du Sud, vous allez voir de médecins, ce sont des Zaïrois, ce sont des Congolais. Allez aux États-Unis, au Canada, en Belgique. Mais ces gens-là, ils se cachent. Parfois, certains, autrefois, disent, ah non, moi, je suis pas Congolais, je suis pas Zaïrois. Juste parce que il a une certaine valeur. Il ne faut pas se mêler, mélanger. Moi, je veux que tous ces gens sortent de l'anonymat. Beaucoup sont dessus de la manière dont notre pays parfois est géré. Il faut qu'on se discipline. Si on se discipline, on s'équipe, on va, comme on dit en lingala, tout. Qu'on sorte de la légèreté, de la facilité. Et vous avez senti vraiment, vous en avez parlé, les combattants ne sont pas représentatifs. Non. Mais que pensez-vous d'eux? Parce qu'ils parlent beaucoup. Parler beaucoup ne veut pas dire être représentatif. Représentatif veut dire, sur 100 Congolais, il y a combien de combattants? Il y a peut-être une dizaine. Le reste, c'est des gens qui travaillent, qui ont des vies de famille, qui ont des expériences, et qui ont des bonnes manières. Ce qu'ils appellent combat. Au fur et à mesure, ça s'est traduit par des règlements des comptes personnels. Quand il y a eu changement de pouvoir, ben, ceux qui insultaient Kabila autrefois, ils savent pas s'il faut insulter Tshisekedi aujourd'hui, mais aujourd'hui, Tshisekedi est encore plus insulté que Kabila. Voilà. Est-ce que on peut construire une société sur base des insultes? Je ne pense pas. On a tellement de valeurs à partager que même autour du Félix Tshisekedi, certains insultent, ce qui n'est pas bon. Il faut se délester de ça. Le Congo a des valeurs millénaires, des traditions dignes. Comme chez moi, les Benampouka, on dit chez nous, les Benampouka sont détenteurs de valeurs républicaines ancestrales. Et moi, je vis ça. Mon père, que vous voyez là, moi, je n'ai jamais vu mon père insulter quelqu'un. Mon père expliquait. Vous vous comportez mal, il vous explique. Et vous allez même plus pleurer que si vous donnez une gifle. Il dit voilà, la vie c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour avancer dans la vie, fais ça, c'est ça. Voilà, mon père expliquait. Avec un livre à côté. Ah d'accord. Des références sur la généalogie. Voilà, les Balouba viennent de Sangalubango. Kabila et Tshisekedi viennent de Sangalubango. Même quoi. Ok. Ça sert à rien de dire Kabila rwandais. Non. Moi, je connais les grands-pères de Kabila, son père. Je connais Kabila, je connais ses frères et sœurs. Je connais tout. Comme je connais. Et Félix Tshisekedi aussi. Et je parle avec beaucoup d'autorité et d'aisance. Jean-Marie Kassamba connaît la musique congolaise. Oui. Ah oui, ça, c'est indiscutable. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on parle de musique? Je suis d'abord culturel. Oui, oui. Au-delà de la musique, je suis culturel. C'est-à-dire, j'ai pensé que la seule richesse qu'on pouvait vendre
quand Mobutu ne construisait plus rien, c'était notre culture. C'est pour ça que les Pépé Calais, les Abiti Masikini, les Pongolog, les Diblo Dibala, le Tchalamoana, tous ces gens-là, nous les avons vendus pour la pérennité, la pérennisation plutôt, de notre culture. Et je me suis investi personnellement. Toutes les grandes chansons, ça part des Nippon Banzai, des Aiko, le fameux album Ngungi, rencontre de Sangabanganga, oui, Taboulé et Rochereau, avec Michelino et Joski Kambukuta qui était assis ici sur votre place. Oui, je l'ai reçu, je l'ai fait gagner un an de vie lorsqu'il était presque malade. Je fais une émission spéciale. Et ben, nous avons fait tout ceci parce que c'est notre culture. Quand ils ont commencé à faire des grandes salles à Paris, l'Olympia, des Papa Wemba, ben c'est moi qui l'ai présenté avec Madame Bungu, le Bercy des Kofi Olomide, ben c'est GMK, Bercy des Jubin Piana, des Werason, 3 jours successifs au Zénith de Paris avec mon ami Jean-Pierre Sarr, etc. On a fait tout ceci pour vendre notre culture. Et je suis arrivé ici, à un moment donné, je ne voulais plus m'occuper de ça, mais j'ai fait maintenant des émissions d'histoire pour recevoir des artistes et musiciens qui ont fait la fierté de notre musique. J'ai fait ce qu'on appelle GMK Rencontre avec les Manu Dibango qui nous a quittés, avec Kamongana Mateta qui a quitté, avec Joski Kambukuta, tous ces gens-là. Dernier en date, c'est Redi Amici que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai une autre vision de la culture qu'il faut magnifier. Je suis moins dans des conversations à polémique un peu à courte vue. Et nous avons des artistes, malheureusement, pour beaucoup qui ne composent plus de vraies chansons. À thème, où il y a des paroles. Ce serait dû à quoi tout ça? La légèreté et les suivismes. Les coupés décalés avaient piqué sur notre culture. Moi, j'ai vécu ça à la naissance des coupés décalés. D'accord. Avec Arafat, avec Borosangui, avec ces jeunes gens de Trècheville, de Yopougon. À l'époque, il y avait avec Extra Musica, c'était Brazzaville. Mais là-bas, il y avait quoi? Espoir 2000, il y avait Magic System avec les jeunes à Salfo. Mais les artistes ivoiriens qui chantaient, c'était Frédéric Mewé, c'était Aïcha Koné, Nayan Kabel, etc. Mais les jeunes Congolais qui partaient pour l'exil, qui se sont arrêtés à Abidjan, les Atalabs, comme on les appelle, c'est eux, parce que les Didier Arafat et les autres copiaient l'animation. Quand Extra Musica venait à Abidjan, ou Wenge Musica, ou Zaigo, Kofi Olomide, etc., quand ils voyaient les Bill Clinton animés, ou tous ces jeunes gens, et les Ivoiriens étaient admiratifs de cela. Il y avait les Zouglous ivoiriens, et ils ont transformé les Zouglous avec la cadence un peu coupée décalée, c'est-à-dire de l'animation, comme font les Congolais. Mais les Congolais ils sont partis maintenant imiter les Ivoiriens qui les ont copiés. Les Ghanéens, c'est la même chose. Il y avait les High Life. Les Ghanéens, oui, avec Badaro et à l'époque. Mais la rythmique de cette musique ouest-africaine, ghanéenne, nigérienne, l'émanation de la musique américaine avec les R&B mélangés avec des sonorités, avec des langues yoruba, etc. C'est ce qui a fait cette musique, un peu de l'Afrique de l'Ouest. Et nous, on va imiter ça. Il dit, voilà, ce qui marche en ce moment, c'est la musique ivoirienne, ou c'est la musique ghanéenne. Mais quand vous écoutez les Kassav, l'un des tubes de Kassav, mais ils ont imité Pépé Calais. Tout le monde est Maboko. Oui. Mais quand vous écoutez la chanson sud-africaine, quand Yvonne Chakaka vient ici, quand il a vu la rythmique avec des artistes comme Johnny Clegg, par exemple, mais il s'inspirait de la musique zoulou, mais plus de l'ambiance de chez nous. Myriam Makeba. Mais son essor, c'est lorsqu'elle est venue participer ici, en 1974, lorsqu'il y a eu le combat Foreman. Donc, on est en quelque sorte ignorant
de la prépondérance de notre culture, et ici en Afrique, et à travers le monde, qu'on est appelé maintenant à copier. Tu vas faire du zonzing avec un Sénégalais. Et vous pensez que le Mbalar est plus dansant que la rumba congolaise? Non. Youssou N'Dour, quand vous mettez Papa Wemba, vous mettez Youssou N'Dour s'incline devant Papa Wemba. Moi, j'ai produit un album où il y avait des Ivoiriens, des Congolais. Papa Wemba avait participé à cet album. C'était par rapport à la paix, et la guerre en Sierra Leone, etc. So Why? So Why? Oui, j'étais dans la production de So Why. Ah. Et quand on faisait des clips, mais il fallait voir, il y avait Alpha Blondy, il y avait Papa Wemba, il y avait Youssou N'Dour, il y avait Nayan Kabel. Mais quand Wemba commence à chanter, tout le monde admiratif. Ok. Youssou N'Dour disait, il y a Papa Wemba et puis il y a nous. D'accord. Nous sommes ignorants de ce que nous faisons. Regardez le seul artiste aujourd'hui qui a compris qu'on peut être international à partir de la RDC. C'est le jeune Fally. Fally Ipupa. Et il fait l'unanimité partout. Il remplit des stades. Mais les restes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'insultent ici. Si vous allez dans les groupes de musiciens congolais, ils se disputent pour aller gérer le Skoda et tout ça. Mais composer des chansons, remplissez des salles, criez des chansons comme Mario, copier, recopier dans le monde entier. Est-ce qu'aujourd'hui on copie encore les artistes congolais? Qui copie encore? Moi j'aimerais bien qu'on nous copie. On vous copie pourquoi? On ne vous copie plus pourquoi? Parce que vous ne créez plus. Monotone. Oui, non seulement il y a de la monotonie, mais il y a de la pauvreté dans la composition. Ok. Pauvreté. Une chanson qui commence avec les mabanga qui se termine avec les mabanga. Une chanson qui commence avec de l'animation qui termine avec de l'animation. Composer des chansons. Michael Jackson composé. Mon idole qui vient de partir, Tina Turner. Composer des tubes. Il y a des albums qui sortent aujourd'hui. Je me pose la question. Citez-moi trois chansons qui vous marquent dans un album. Il y en a qui sortent 22 chansons. Dans le 22, il y en a aucune qui marque. Mais quand Pépé Calé sort un album de 4 titres sur 45 tours, ou même sur les 33 tours, avec 12 titres, mais c'est le monde entier qui danse. Et cette culture-là, moi je veux que nos médias soient un peu plus exigeants. Qui reçoivent des artistes et musiciens, qui leur posent de vraies questions sur leur vision de la musique, sur la profondeur de la création, qu'est-ce qu'ils pensent dans telle ou telle chanson, comment ils comptent dénoncer. On ne dénonce plus. Il n'y a plus de chansons qui moralisent. On n'est plus engagé. Non. Mais écoutez, Fariala Wanimbo, laissez tomber. Laissez tomber. Intemporel. Ah ben bien évidemment. Nakomi Tuna de Kamongala Matita. Intemporel. Mamou. Mamou. Oui. Ou la chanson de Papa Wemba, Rendre à César. Le voyageur. Une chanson de Blanc que j'aime beaucoup, Osaka très impoli. Oui. Moralisateur. Vous passez les chansons à même chanter des voyous, des voleurs, des ingrats, des gens sans valeur. Vous les magnifiez à longueur de tubes. Enfin, des chansons, pas des tubes, des chansons. Un jeune qui a vu tel voler, et il écoute la musique, vous êtes en train de dire, grand prêtre. Pourtant, le jeune l'a vu voler. Vous pensez qu'il va penser que votre musique est bien? C'est pour ça que sur Télé 50, j'ai choisi des gens qui doivent passer sur Télé 50. D'accord. Je peux en dire autant pour les mouvements charismatiques, ce qu'on appelle les églises de réveil. Oui. Là, il y a encore aussi à boire et à manger. Absolument. Oui. Absolument.
Jean-Marie Kassamba. Et félicitations à vous, hein. Pour faire des entretiens aussi à bâton rompu, mais axés sur des vraies discussions, des grandes questions. Je vous ai copié, cher Jean-Marie. Oh. Merci beaucoup. Parlez-vous Chiluba? Avec délectation. Je peux vous écrire une lettre du début à la fin en Chiluba, sans un mot de français. Ok. Et je parle le Chiluba du terroir. D'accord. Moi, avant, je parlais que le Chiluba et les Français. Ok. Je parlais même pas lingala. J'ai commencé à parler lingala, j'avais 22 ans. Wow. En Europe. Ok. Quand j'ai commencé à inviter les artistes et tout ça, les Kofi, les Papa Wemba. Et il s'est moqué de moi d'ailleurs. Ah, c'est sûr. Il disait, oh, il y a le français, les Tumundel. Alors, lingala, les Tumundel. Ça, c'est sûr. Les amis congolais ont pensé que j'étais ivoirien, togolais, gabonais. D'accord. Waouh. Et comment dirais-je? Mais je parle Chiluba très bien. Très bien. Mes enfants, je me force à ce qu'ils comprennent. Très important. Très important. Vous pouvez nous donner une phrase? Par exemple, Fumu, Batuba Munanga, Bantu Bin. En français, un chef doit être aimé par des gens justes. Ok. Ou bien, Vula ou léger la kaluma kwab. En langage simple, la pluie va montrer un homme chez lui. C'est-à-dire, vous êtes à Kinshasa, on vous chasse de Kinshasa, et il y a un Kinois qui va vous dire, monsieur, chez vous, c'est un Bujumaï. Comme on avait fait en 1993 au Katanga. Il y avait des Kassaïens qui avaient quitté chez nous, qui sont partis au Katanga travailler. Quand Gose Carlibonde et les Koumoua Koumoanga, Tshisekedi du père Premier ministre, et ils ont lancé ce qu'ils ont lancé, les Bulou et compagnie, et bien on a commencé à pourchasser les Kassaïens. Et les Kalouma Kouabou, on leur a dit, monsieur, vous n'êtes pas d'ici, prenez le train, rentrez chez vous au Kassai. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et c'est, moi je milite pour que ça ne se répète plus. Absolument. Tout, on doit corriger notre comportement. Corriger. Absolument. Parce que je suis défenseur de ma tradition Louba. Le Louba, c'est un grand homme. On nous appelle chez nous des Juifs. Des Juifs. On est partout. On se mélange avec tout le monde. Mais on doit tolérer aussi tout le monde. Comme tout le monde doit nous tolérer aussi. Tout à fait. Je vous poserai pas de questions sur le tribalisme, tout ça. Je sais que, évidemment. Anti-tribalisme. Ça, c'est sûr. Moi, je travaille avec mes collaborateurs. Souvent, je ne connais pas leur propre nom. Ou leurs origines. Je cherche chez eux leurs compétences. Leur disponibilité. Et leur amour du Congo. C'est tout. D'accord. Les tribalismes, je ne connais pas. Jean-Marie Kassamba, quel serait votre mot de la fin? Quand je dis votre mot de la fin, j'aimerais que vous adressiez principalement aux professionnels des médias. Leur dire, nous avons la chance de faire un métier pour encadrer, pour orienter, pour corriger. C'est un privilège d'être un homme des médias. On doit l'exercer avec responsabilité, courage, mais aussi avec fierté. Les hommes des médias doivent inspirer respect et admiration. Un homme de médias qui se prostitue, qui est axé sur des antivaleurs, n'est pas digne d'être un homme de médias. Ce n'est pas de la prétention. Les autres devraient s'inspirer de nous pour faire avancer les choses. Et c'est mon leitmotiv chaque jour que Dieu fait. Jean-Marie Kassamba, c'était un plaisir. Je vous remercie beaucoup, Arsène. Je pense beaucoup de bien de vous. C'est réciproque. Et j'espère que cette émission va permettre à beaucoup d'apprendre un peu quelque chose sur moi. Mais surtout, de retenir une chose. La vie ne vaut que lorsque vous y laissez quelque chose. Vous pouvez répéter? La vie ne vaut que si vous y laissez quelque chose. Comme disait Franklin Bukaka,
chaque mort n'a pas la même signification. Toute mort n'a pas la même signification. Il y a des gens qui naissent, grandissent et disparaissent dans l'anonymat. Mais il y en a qui vivent même quelques jours et qui marquent leur existence. Comme les Martin Luther King, comme les Lumumba, comme les Musée, comme les Gandhi, ou comme Jésus, qui n'a prêché que 3 ans. Mais il y a des gens qui font 50 ans d'expérience professionnelle. Dès qu'ils faisaient comme Papa Mbale, Zolo no Ikolo, on oublie. Et nous voulons marquer le temps. Ah bah, et nous avons déjà marqué le temps. Ça, c'est indiscutable. Merci mon frère. Que dire encore? Merci à Moi, vous. je vous remercie beaucoup. Merci Arsène.